Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Du coup, un webinaire qui est organisé par FEV et en collaboration avec Bio Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du Mois de la Bio, qui est un événement partenarial qui est co-organisé par Bio Nouvelle-Aquitaine, les chambres d'agriculture du coup de la région et Interbio Nouvelle-Aquitaine, et également avec le financement donc de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous l'avez compris, c'est un événement du coup Nouvelle-Aquitaine. Même si vous ne venez pas de cette région, ça pourra vous intéresser parce qu'on va parler de l'installation en bio de façon générale, même si à la fin, il y aura un focus fait sur les aides et les accompagnements disponibles dans la région. Mais du coup, n'hésitez pas à dire, même dans la conversation, si vous venez d'un département de la région ou pas. Euh, pour présenter très très brièvement FEV, avant qu'on rentre dans la discussion, moi je suis du coup Juliette, je travaille en tant que chargée des relations avec les porteurs de projets chez FEV. Donc c'est possible que j'ai déjà échangé avec certains ou certaines d'entre vous, et également en tant que chargée des relations avec l'écosystème agricole, donc dont font partie nos intervenants aujourd'hui. Pour présenter brièvement FEV, parce qu'on reviendra sans doute pas forcément dessus derrière, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui existe depuis 3 ans pour aider à l'installation de porteurs de projets en agroécologie, principalement par le biais du, du financement du foncier via l'épargne citoyenne. Donc, c'est-à-dire qu'on achète des fermes pour des porteurs de projets afin qu'ils puissent s'y installer en location avec option d'achat. La condition étant qu'ils aient des projets agroécologiques et donc en agriculture biologique. D'où aussi le thème de notre webinaire aujourd'hui. Et on a également un deuxième outil que certains et certaines d'entre vous utilisent peut-être déjà, qui est la plateforme d'installation Lagrange, que vous pouvez donc facilement retrouver sur Internet. Je pense que ma collègue va également vous partager le lien de cette plateforme qui vous permet d'avoir accès à des outils pour, on va dire, gagner en autonomie sur le parcours d'installation, que vous passiez par FEV ou pas. C'est entièrement gratuit et accessible à tous. Voilà. Pour le webinaire et la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est dans le cadre du mois de la bio. Ça s'inscrit donc dans ce mois-là. C'est un événement du coup qui a vocation à faire intervenir à la fois des personnes, on va dire, accompagnatrices plutôt de l'agriculture biologique et également des personnes présentes sur le terrain, puisqu'on aura le témoignage d'un des agriculteurs qui a été installé sur une ferme cette année via le financement de FEV. Euh, Ce que je vous propose, c'est malgré le fait que cette personne ne soit pas encore arrivée, comme on a plusieurs intervenants, on va commencer par se présenter euh, à vous. Du coup, je vais laisser la parole aux intervenantes qui sont déjà présentes, donc à Catel et à Marie-Laure. Catel, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter brièvement Bio Nouvelle-Aquitaine? Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Catel, petit. Donc, je travaille au sein de la Fédération régionale donc d'agriculture biologique qu'on appelle Bio Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est une association qui a été fondée par des producteurs et des productrices bio, qui a vocation donc à développer l'agriculture biologique au sein du territoire de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette association, elle fonctionne en réseau avec des groupements d'agriculteurs et d'agricultrices dans chaque département qu'on appelle les GAB. Mes missions, c'est de coordonner des actions de partenaires avec des partenaires de sensibilisation et d'information sur l'agriculture biologique et par exemple, le mois de la bio, donc qui aujourd'hui a une programmation de 50 événements et puis de coordonner les activités du réseau bio sur le Limousin.
Merci Catel. Marie-Laure, est-ce que tu peux prendre la parole également pour te présenter et nous dire ton rôle au sein de la région Nouvelle-Aquitaine? Donc, Marie-Laure Lagarde, bonjour à tous. Je travaille au Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, au sein du pôle développement économique et environnemental, où il y a une direction de l'agriculture. Cette direction de l'agriculture, elle gère l'ensemble des fonds européens sur les mesures non surfaciques dans le cadre de cette nouvelle programmation et donc, entre autres, les aides à l'installation sur lequel on vient de définir des nouvelles modalités d'accès aux aides à l'installation dans lesquelles le bio n'a pas été oublié. Et puis, voilà, sur le bio plus en général, même la région est très fortement engagée et aide à différents niveaux, pas que au niveau de l'installation, mais tout au long de la vie des exploitations en bio, en les rendant par exemple prioritaires pour de très nombreuses aides. Ok, super. Merci beaucoup, Marie-Laure. On aura l'occasion dans le webinaire de reparler justement de cette thématique-là. Euh, Normalement, Jean-Baptiste, du coup, est censé se connecter. Je lui demanderai de se présenter quand il est arrivé. En attendant, je vais peut-être juste vous préciser, du coup, le déroulé un peu qu'on a prévu pour ce webinaire. On aimerait d'abord concentrer la première partie sur vraiment des questions qui seront posées aux différents intervenants sur les thèmes de pourquoi s'installer en bio aujourd'hui et comment réussir son installation en bio. Donc, il y aura on va dire deux parties principales à cette partie intervention des invités. Et puis ensuite, on va essayer de garder, dans la mesure du possible, entre 20 et 30 minutes de questions-réponses avec les participants derrière, pour que vous puissiez poser toutes vos questions aux personnes qui sont présentes. Donc, n'hésitez pas à poser déjà vos questions tout au long du webinaire. Dans la conversation, il y en a certaines qu'on pourra éventuellement poser en direct et d'autres que l'on gardera pour la fin. Et on se référera du coup à ce chat pour avoir les questions derrière. Et on espère que les échanges seront du coup intéressants et utiles pour vous. Juste pour donner une idée de la temporalité, on a prévu un webinaire exceptionnellement plutôt de 1 heure et demie que d'1 heure, puisqu'on a beaucoup d'intervenants. Donc, on prévoit de s'arrêter à 14 heures. Donc, pour que vous sachiez et que vous puissiez organiser vos repas et vos programmes en fonction de ça. Du coup, je vais reprendre, commencer directement en fait par la partie pourquoi s'installer en bio, parce que je pense que Jean-Baptiste pourra directement intervenir dans cette partie-là et qu'il n'aura pas de souci là-dessus, à moins qu'il soit déjà là. Et s'il veut euh, intervenir, je vois pas de Jean-Baptiste. Ah, il est en train de se connecter. On lui laisse le temps de se connecter à l'audio. Ça devrait pas prendre longtemps. Vraiment désolée pour ça. Bonjour Jean-Baptiste, est-ce que tu nous entends? Oui, c'est bon. Désolé pour mon retard. Pas de souci, c'est pas de souci. Du coup, ça tombe bien, on venait tout juste de finir les présentations de Catel et Marie-Laure. Est-ce que toi aussi, tu peux d'entrée de jeu te présenter et parler du coup un petit peu de la ferme aussi de Loire-Ban? Oui, du coup, Jean-Baptiste Faure, je suis associé avec Lucas Imbert sur une ferme qu'on a repris en mai 2023, là, il y a quelques mois, dans la Creuse. On est tous les deux issus de formations agricoles. On a terminé là, il y a 1 an l'école d'ingénieur agronome par apprentissage à Toulouse. Et, euh, et là, la ferme qu'on a repris, du coup, c'est céréales pour l'alimentation humaine et bovin viande, un peu, voilà, dans les grandes lignes, en bio. En bio et tu es en Creuse, si je me Oui, trompe pas. Ok,
Ok, super, bah, merci beaucoup. Du coup, pour démarrer, donc le thème de la première partie, ça va plutôt être pourquoi s'installer en bio. Donc, on va parler de motivation et d'avantages et inconvénients, on va dire, du bio. On va essayer de donner une image réaliste vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui en 2023. J'aimerais tout d'abord poser une question à Marie-Laure, démarrer un peu par une vue générale. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur les motivations et les profils des personnes que tu vois passer aujourd'hui sur des installations en agriculture biologique en Nouvelle-Aquitaine? Est-ce que tu as des éléments à nous partager un peu là-dessus pour dresser un portrait, s'il y en a, hein, il peut ne pas y en avoir. Alors, je dirais tout d'abord que moi, je ne vois pas passer les porteurs de projets directement. Je ne suis pas à leur contact direct. La région, comme je disais, gère les aides à l'installation globalement. En 2022, on a accordé plus de 800 dotations jeunes agriculteurs sur l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine. J'ose avouer que j'ai même plus le... Alors, sur la DGA, on n'avait pas une vision archi claire des installations sur lesquelles il y avait un atelier AB ou alors était entièrement en AB. Il y avait des modulations qui étaient aussi importantes qu'on soit certifié certification environnementale niveau 2 ou qu'on soit en agriculture bio. Bon, donc là, depuis le 1er juin 2023, les règles d'attribution des aides à l'installation étaient légèrement modifiées. Pourquoi s'installer en bio et pourquoi la région plus particulièrement accompagne spécifiquement l'agriculture biologique? Ça fait partie de la, le grand programme qui s'appelle Néoterra en Nouvelle-Aquitaine, dans lequel la région intègre la transition énergétique et la transition écologique dans l'ensemble de ses politiques. Donc, ce n'est pas du tout que l'agriculture bio, on est vraiment sur un aspect hyper transversal d'intégration du changement climatique et énergétique dans l'ensemble des politiques. Donc, sur le domaine de l'agriculture, ça se traduit par des aides plus importantes pour l'agriculture biologique qui prend particulièrement bien en compte l'ensemble de ces thématiques auxquelles la région est sensible. Ok, d'accord. Merci, merci pour ta réponse. J'avoue que je n'avais pas forcément la vision de quel était ton travail au quotidien. Donc, si tu n'es pas en contact avec les porteurs de projets, c'est difficile de parler des motivations. Mais je comprends bien pour du coup, l'implication de la région sur ces installations-là. Peut-être du coup pour avoir une vision porteur de projet, justement, enfin porteur de projet qui ne l'est plus, on peut s'adresser à Jean-Baptiste pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé, toi et Lucas, à aller vers la reprise d'une ferme en agriculture biologique. Je ne sais pas si tu nous entends, mais ton micro est coupé. Désolé, ça coupe beaucoup. J'ai coupé la vidéo pour que ça passe mieux, mais j'ai pas entendu la question. La question était, qu'est-ce qui vous a motivé, toi et Jean-Baptiste, à vous installer en agriculture biologique, enfin, aller vers la reprise d'une ferme en agriculture biologique, spécifiquement? Ok. Bah, faut dire que moi, j'ai des parents qui sont maraîchers bio, donc j'ai baigné là-dedans très petit. Et Lucas, pas forcément, mais du coup, dans nos discussions, quand même, on a choisi ensemble. C'était pas juste. Enfin, c'est un choix, quoi, réel, de se dire, en fait, nous, on n'a pas envie de passer de produits auquel nous deux se le sent. On n'a pas envie de mettre ça dans nos sols. On n'a pas envie qu'il y ait ça dans nos produits qu'on vend. Notamment nous par rapport à la vente directe et à la transformation, on voulait pouvoir proposer quelque chose de sain.
Et puis, on se voyait mal être acteur d'utilisation de produits dont on ne connaît pas encore trop l'impact, enfin, ou en tout cas pas tous, mais on sait que c'est plutôt néfaste pour les sols et puis pour l'eau, quoi, notamment. Ok, super. Bah, je comprends bien les motivations et je pense que ce sont les motivations aussi de beaucoup de porteurs de projets avec lesquels nous, on échange du coup, puisqu'on a cet axe agroécologie. Après, il est, il y a aussi beaucoup d'autres profils de porteurs de projets qui ont une approche peut-être un petit peu différente et du coup plus impactée aussi par euh, des doutes et des inquiétudes vis-à-vis de l'agriculture biologique. Du coup, c'était un peu aussi l'idée de ce webinaire aujourd'hui. On va pas se mentir, je pense qu'on sait tous enfin, là autour de cette table, non, de ces écrans, que le marché de la bio connaît des difficultés sur pas mal de productions en ce moment. On entend parler de déconversion d'agriculteurs et d'agricultrices. Moi, quand je parle à des porteurs de projets, c'est vrai que les inquiétudes peuvent augmenter à cause de cette situation-là. Et du coup, moi, je voulais que, bah, par exemple, Catel puisse nous dire un petit peu pourquoi il faudrait continuer de s'installer en bio malgré ce contexte-là, pourquoi il y a toujours des avantages malgré tout ce qu'on entend dans les médias, etc., pour que vous puissiez avoir des informations, on va dire, objectives et transparentes de la part de quelqu'un qui a une vision d'ensemble. Ouais, merci. Oui, oui. C'est vrai qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler dans les médias en ce moment, donc c'est bien de faire un petit point sur le sujet. Juste pour mettre un petit peu en regard, c'est qu'il y a 15 ans, la problématique qu'on avait, c'était d'arriver à produire en bio et de construire des filières. En fait, le défi, il a été relevé. Aujourd'hui, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, on est à plus de 14% de fermes qui se sont engagées en bio, certifiées en bio. Donc, c'est plus anecdotique, on va dire, 10% des surfaces. Et effectivement, depuis 2021-2022, l'inflation impacte alors l'ensemble de la consommation alimentaire, hein, c'est pas que la bio. Donc ça, je pense que ça touche tout le monde. Qu'après plusieurs années de croissance à deux chiffres, eh bien effectivement, le marché du bio n'est pas épargné par ce contexte et donc il y a une baisse de consommation. Aujourd'hui, les acteurs de la bio, ils se mobilisent pour s'adapter à ce nouveau contexte qu'on n'a jamais connu, hein, puisqu'on était pour l'instant dans des problématiques de produire et pas de vendre. Donc, il y a des campagnes de communication qui sont lancées. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Mais pour répondre à ta question, Juliette, il y a une chose qui est importante, c'est de voir l'intérêt de la certification aujourd'hui. Cette certification, elle apporte des garanties aux distributeurs et aux consommateurs que on a bien produit toutes ces denrées alimentaires de façon stricte, avec un respect de cahier des charges, des règles strictes, des contrôles, avec une absence donc de produits chimiques de synthèse. Et en tant que producteur et productrice ou futur producteur, productrice, l'intérêt de la certification, c'est que le collectif en fait d'agriculteurs bio, c'est ça qui permet qu'on peut construire des filières, assurer la pérennisation des filières bio, valoriser ces produits, et puis surtout défendre en fait l'évolution de ces pratiques et de ce mode de production. Un petit exemple, le crédit d'impôt bio, donc qui permet en fait une valorisation économique du mode de production. Il a été défendu par le collectif Réseau Bio. Et c'est comme ça qu'on a réussi à obtenir ça et qu'on a réussi à le revaloriser à 4 500 € pour cette année. C'est ça, c'est le collectif qui permet qu'on a eu la création d'un éco-régime bio, qu'on a des bonifications aux aides bio, et c'est ça qui va permettre qu'on défende en fait la, la valorisation avec des services environnementaux, on espère pouvoir rémunérer ceux qui se sont engagés dans ces pratiques-là. Ok, je comprends très bien. C'est des arguments enfin, qu'on n'entend pas toujours quand on n'interagit pas avec les personnes justement qui sont là pour justement défendre de l'agriculture biologique. Euh, et
moi, en réponse à ce que tu viens de nous dire, moi, j'ai parfois certains porteurs de projets euh, qui me disent, enfin, je produis en bio, enfin, je veux produire selon les principes de l'agriculture biologique, mais j'ai pas forcément envie de me certifier parce que derrière, il n'y a pas forcément le marché en ce moment. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut leur répondre à ces personnes-là? Je comprends bien qu'il faut défendre la bio, mais ça, du coup, c'est une vision effectivement collective. Individuellement pour l'exploitation, quels sont les avantages? Donc, tu as mentionné le crédit d'impôt. Euh, voilà, il y en a certains aussi qui disent, en fait, ça vaut pas forcément le coup parce que ça va demander du temps avec les organismes certificateurs, c'est pas toujours pratique. Qu'est-ce que tu répondrais à ces personnes-là? Bah, je répondrai la structuration de filière. C'est que plus on est, plus on arrivera à avoir des filières et à vendre des produits bio et à s'assurer que les produits soient bien vendus avec des prix stables et que de plus en plus de consommateurs pourront venir acheter bio. Et après, alors sur le temps, oui, effectivement, s'engager dans une certification, ça impacte d'être contrôlé. Donc, c'est 1 ou 2 contrôles par an. Après, sur la partie économique, une certification, elle est vite remboursée par le crédit d'impôt, hein. Voilà. Et moi, j'insiste ouais, sur la partie asseoir les filières et assurer le développement pour l'ensemble des producteurs et l'ensemble des consommateurs. Hmm. Marie-Laure, tu voulais ajouter Merci. quelque chose? Oui, justement, entre quelqu'un qui produit selon voilà, des pratiques bio et celui qui est certifié, et ben la région qui priorise ses aides, elle va aller sur celui qui est certifié bio. Parce que celui qui met en œuvre des pratiques, mais pour lesquelles on n'a aucun justificatif, nous, on ne peut pas le prendre en compte. Donc voilà, hein, que ce soit dans les aides PCAE ou aide à la transfo ou comme ça, on est maintenant quasiment dans une obligation d'être certifié bio pour accéder à ces aides. Ok, je comprends et c'est tout à fait normal. Même nous, côté FEV, du coup, ça suffit pas pour nous de savoir que les personnes vont produire en agriculture biologique selon leur dire. On a besoin de cette certification pour garantir bah, aux épargnants citoyens qui investissent dans les fermes que les fermes sont bien en agriculture biologique. Je vois qu'il y a des réactions hein, dans le chat. On essaye de répondre au mieux aux inquiétudes de chacun. On ne pourra pas forcément parler des cas particuliers en fonction des productions, mais au moment des questions, on y reviendra. Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu captes toujours et si tu m'entends, mais je voulais savoir pour vous sur la ferme de Louarban, est-ce que le label agriculture biologique, en tant que label, du coup, j'ai bien compris qu'il y avait une conviction au niveau du mode de production de toute façon. Est-ce que c'est un avantage pour vous, soit dans le cadre de votre installation, soit dans ce que vous prévoyez plus tard en termes de commercialisation, etc. Bah, et il faut dire que même avec le bio, on a du mal à. Enfin, on commence, mais on a quand même du mal à trouver des places pour de la vente en direct ou en circuit court. Donc, je ne sais pas ce que ça serait sans être en bio, mais je suppose que ça nous ferait un argument de taille en moins. Alors, effectivement, on va pas forcément. Je ne sais pas si on valorise plus, enfin, on valorise mieux notre produit en termes financiers, économiques, je veux dire. Mais par contre, je pense qu'on ouvre des portes, plus de portes, parce que on a quelque chose de plus avec notre produit. Et ça, je parle pour la vente directe et circuit court. Parce que les gens ont quand même envie de ça. En tout cas, on va vers ce public-là. Par contre, pour ce qui est de la vente en circuit classique, je dirais, en demi-gros, là, je viens de recevoir un mail avec une des propositions de quelqu'un qu'on était allé chercher. Certaines de nos cultures, elles partiraient au prix du conventionnel, quoi. Enfin, en conventionnel. Enfin, elles seraient même pas. C'est même pas une question de prix, c'est une question qu'elles partiraient sur le circuit conventionnel, si on veut les vendre maintenant, quoi. Voilà, donc le bio ne nous apporte rien sur ce côté-là, sur ces cultures-là, D'accord, économiquement ok. parlant, je veux dire, hein. Oui, bien sûr, on s'entend là-dessus. Sachant que ça, du coup, effectivement, c'est quand même une situation qui est conjoncturelle. Et du coup, dans un contexte où les prix évoluent, etc.,
vous, enfin voilà, vous allez, j'imagine, développer cette commercialisation en circuit court, et en espérant aussi que les prix du côté du circuit long finiront par remonter. Euh, je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur à beaucoup d'agriculteurs, et qu'on entend aussi parler de déconversion, en tout cas des personnes qui l'ont fait plutôt par opportunité économique. Aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'on a perdu sur certaines filières longues, pas sur toutes, j'imagine, mais du coup, quand on a la conviction derrière, on va dire plus philosophique, je sais pas si on peut parler de philosophie, mais au niveau de la santé et de comment on pourra avoir un produit meilleur pour les consommateurs, on poursuit dans cette voie avec possibilités d'évolution de la conjoncture vers du mieux. Je ne sais pas si on parle justement de cette conjoncture-là, est-ce que soit Catel, soit Marie-Laure avaient des réactions à donner par rapport à ça, à ce sujet des filières qui ne prennent plus au prix du bio et qui sera compliqué, en tout cas pendant une période. Qu'a-t-elle, peut-être que tu veux réagir? Oui, oui, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est face à une situation conjoncturelle. On n'a jamais connu ça. Donc, on est en train de mettre en place des actions pour réagir. Donc, faire réexpliquer, bien recommuniquer sur qu'est-ce que c'est que le label, les garanties que ça apporte, entre autres. On a des actions aussi en ce moment pour essayer de faire augmenter en fait la part de denrées bio en termes de restauration hors domicile. Voilà, c'est un axe. Effectivement, il y a la loi Egalim qui impose des choses, et donc il y a encore une grande marge de manœuvre sur cette partie-là. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, les produits bio, c'est seulement 7% de la restauration collective et 2% dans les restaurants. Donc, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Euh, et après, sur les filières, en fait, ça dépend des territoires et ça dépend des filières. Donc, nous, ce qu'on prône, enfin, ce qu'on dit, c'est d'aller bien rencontrer les opérateurs économiques, discuter avec eux. Et sur les filières longues, la contractualisation, en fait, c'est ce qui permet en fait d'assurer ces débouchés, même si effectivement aujourd'hui les prix sont bas sur certaines productions. Et donc là, c'est là qu'intervient en fait le rôle du réseau bio sur le plaidoyer, on va dire, au niveau de l'État pour que ce fameux éco-régime qui devait revaloriser les bonnes pratiques aujourd'hui n'est pas suffisant et doit être augmenté. D'accord, Je, ok. je- Donc, je oui, voudrais me permettre, vas-y, Jean-Baptiste. par rapport à la contractualisation, je voudrais temporiser parce que nous, on avait un contrat qui n'a pas été respecté parce que le marché a perdu et on n'a aucun recours, en fait, enfin, où ça serait des années de bataille pour le faire respecter. Donc, contrat, oui, attention de ne pas croire que c'est super sécurisant. Parce qu'en l'occurrence, là, il n'est pas respecté, puis on galère un peu à essayer de le faire respecter. Parce qu'en fait, il n'y a plus de demande derrière, et donc, même si l'opérateur fait toujours, bah, il en a besoin de moins, donc bah, il prend que ce dont il a besoin, et nous, on est sur la touche. Donc attention, le contrat, je suis pas sûr que ce soit si sécurisant que ça, et parce que quel pouvoir on a pour faire respecter un contrat par la suite, quoi, nous, en tant qu'agriculteurs sur une ferme. Eh bien, je vous proposerais de vous rapprocher du réseau justement parce que nous, on agit et on peut accompagner sur ces parties-là en lien avec l'association d'interprofession bio. Donc, on peut prendre contact. Ça marche, merci. Bon, bah, il y aura vraiment quelque chose d'utile qui sera sorti de cette discussion. Merci, Catel, pour ta réponse. Effectivement, du coup, ça peut redonner de l'espoir que le marché redémarre derrière. Surtout que, voilà, on est, comme tu l'as dit dès le début, dans un contexte d'inflation qui touche de toute façon toute la filière alimentaire, et qui devrait finir par se résorber, en tout cas au vu des derniers chiffres. Là, je parle vraiment de l'inflation de façon générale. Donc voilà, continuer de développer la filière bio malgré cette conjoncture, c'est aussi le moyen de faire en sorte de pouvoir continuer à défendre cela, etc. Une autre option, euh, effectivement, on a déjà commencé à aborder ce sujet, ça fait un peu la transition vers comment réussir son installation en bio, parce que un des enjeux clés, c'est quand même le marché et la commercialisation des produits.
Alors moi, j'avais effectivement lu, alors c'était pas sur l'exemple des céréales, etc., mais que dans beaucoup de cas, en fait, c'était la filière courte qui permettait aux agriculteurs et agricultrices d'avoir plus de résilience face à ces phases de conjoncture. Alors, faut pas forcément avoir que ça, parce qu'effectivement, les contrats permettent de sécuriser une partie, mais que sur la partie filière courte, en fait, quand on est en contact direct avec le consommateur, il continue de vouloir acheter des produits bio, ce qui est déjà une preuve en fait que c'est pas la motivation des consommateurs qui est le problème, mais l'inflation qu'on trouve dans les rayons à l'issue de toute la chaîne de valeur qui pose problème. Donc on peut déjà croire que ces consommateurs ont envie d'acheter des produits de qualité et produits sans intrants de synthèse. Mais du coup, il y a vraiment un enjeu au niveau de la commercialisation. Peut-être que je peux d'abord m'adresser à Catel et puis ensuite on demandera à Jean-Baptiste de nous faire un peu le témoignage sur comment ils ont organisé leur commercialisation et quelles sont les difficultés et les pistes stratégiques qu'ils ont. Mais du coup, pour toi, Catel, aujourd'hui, comment tu dirais qu'il faut développer sa commercialisation quand on s'installe en bio? Comment l'envisager? La part de contrat, la part de circuit court, tu as parlé de restauration collective. Enfin, où est-ce qu'il faut aller chercher pour justement trouver le marché au moment où on s'installe s'il n'est pas déjà existant? Ouais, alors je dirais que c'est une étape primordiale dans la réflexion du projet, en fait. Bon, c'est une étape qu'on doit faire avant de s'installer. C'est d'avoir vraiment, alors en plus dans le contexte actuel, d'avoir vraiment anticipé la partie commercialisation débouchée. Et pour ça, en fait, c'est au moment où on construit son projet, on a déjà une idée de éventuellement la production, le lieu, comment on va travailler en famille, avec les conjoints, les partenaires. Voilà. Une fois qu'on a commencé à bien structurer son projet, c'est d'aller rencontrer alors les opérateurs économiques de la filière longue, même si on n'a pas encore décidé de travailler soit en filière longue, soit en filière courte, mais d'aller rencontrer les opérateurs, les coopératives, les groupements de producteurs, les groupements les GAB, les centres de gestion, voilà, tous les opérateurs qui peuvent avoir un lien avec la filière, c'est d'aller les rencontrer, de faire son étude de marché, parce que c'est très variable d'un territoire à un autre. Et puis, je dirais de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, en fait. Il y a un agriculteur qui me dit souvent, la diversité, c'est la sécurité. Eh ben, je pense que c'est un bon credo. Et voilà, de s'assurer d'avoir éventuellement d'avoir plusieurs débouchés et d'anticiper. Ok, d'accord, je comprends. D'ailleurs, de toute façon, anticiper, c'est toujours, enfin, toujours extrêmement pertinent quand vous allez construire votre prévisionnel économique. Il faut avoir fait une étude du marché qui vous entoure, forcément. En plus, quand on a, en tout cas sur la partie euh, circuit long ou circuit semi-court, on va dire, des intentions, enfin des contrats d'intention de commercialisation, etc., que vous pouvez finalement signer d'une certaine manière en amont de votre installation, c'est aussi des gages supplémentaires de confiance pour, par exemple, les banques qui voudraient vous suivre derrière sur ce projet-là. Et il est d'autant plus important quand on veut faire une installation euh, qui prend en compte une dimension vente directe et circuit court, de faire une étude de marché encore plus approfondie, puisque du coup, il y a de beaucoup plus d'acteurs avec lesquels entrer directement en contact. Sur cette partie circuit court, du coup, Jean-Baptiste, tu as commencé à l'évoquer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur bah, alors comment ça se passe pour la ferme actuellement en termes de commercialisation et la partie de circuit court qu'il y a? Ce vers quoi vous voulez aller? Euh, Tu as déjà dit que l'agriculture biologique était un avantage par rapport à ça, mais du coup, voilà, comment vous envisagez l'ensemble de votre commercialisation aujourd'hui pour essayer de faire que cette installation en bio fonctionne? Alors, bah, nous, on a pris une ferme où il y avait, donc, sur le bovin, c'était du système principalement en broutard, donc pas du tout de valorisation en bio. Sur le marché italien, un peu marché français, mais en tout cas, pas de valorisation en bio. Enfin, c'était même pas vendu en bio, je veux dire, quoi. Et sur les céréales, c'était des marchés accessibles parce que c'était en bio, mais des marchés, alors sans passer par les coopératives ou des revendeurs, mais directement à des transformateurs. Ça, c'est ce qui était le cas.
Nous, aujourd'hui, au début, par mentalité d'avoir envie de transformer nos produits, de les vendre, d'être en contact avec les gens qui mangent, on a commencé à transformer de la farine, de l'huile. Hum, euh, et donc, on le vend là, pour l'instant à la ferme, dans le marché producteur. Enfin, c'est tout le début. On a installé en mai, on a commencé à transformer en août. Donc, on commence à peine. On va essayer de vendre un veau comme ça en direct au mois de décembre. Aujourd'hui, c'est plus qu'une question de mentalité d'avoir envie de ça, c'est que on n'a pas le choix. Enfin, tout ce qu'on vendra comme ça en direct, ça pourrait être que mieux par rapport à la vente en gros quoi. Euh, Nous, on a l'avantage de stocker, donc en fait, on pioche dans l'état, on transforme petit à petit, on vend comme ça. Et bien, chaque tonne qui est vendue comme ça, ben, elle nous rapporte plus que si on le vendait. Et pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on boycotte un petit peu les prix d'achat qu'on nous propose parce qu'on estime que ben, ça ne nous rémunère pas. Et tant qu'on peut se le permettre, ça va pas durer longtemps, mais en tout cas, pour l'instant, on joue le jeu, on fait ça. On refuse parce que on peut pas être rémunéré, enfin, ça ne nous rémunère pas. Ça ne rémunère pas notre installation. Et donc, on refuse de vendre à ces prix-là. Donc, je sais pas si j'ai pas de grands, de grands, de grands, de grands mots, enfin, en tout cas, à utiliser pour définir ce qu'on fait. Ce que je peux dire, c'est qu'on tâtonne. C'est que ben là, hier et aujourd'hui, on était à Toulouse pour démarcher des magasins bio et vrac en ville, parce qu'on est en Creuse. Alors, le rêve de vouloir tout vendre sur place, ben, on l'a mis sur les étagères quand on est arrivé dans ce département, mais ça ne nous empêche pas voilà, de venir ici, pour l'instant Toulouse et puis plus tard d'autres villes. Pourtant, bon, voilà, c'est que le début, on a commencé hier, il faut qu'on rappelle des gens, etc. Ça prend pas super bien, déjà parce que ils ont déjà leur réseau local, parce qu'il n'y a pas tant de demandes que ça, et qu'en fait, ben, on se questionne de comment on va faire pour faire autre chose, quoi, ou pour compléter. Donc, ce sera peut-être ça, en plus de la vente à la ferme, en plus de la vente en demi-gros, et peut-être que ça sera aussi un peu de restaurant, euh, un peu d'aller sur de la grande distribution, mais en direct avec les magasins sur les supermarchés qui le peuvent. Voilà, on va explorer un peu tout pour essayer de s'en sortir. Je pense que ça illustre bien le fait que, justement, dans un contexte où on peut plus forcément, pour bien se rémunérer, se tabler sur enfin, des gros contrats pour chaque production, en fait, ça fait appel aussi à une dimension, on va dire, très entrepreneuriale, finalement, du métier d'agriculteur, qui doit aller, bah, comme tu le dis, chercher ses clients, trouver des alternatives, essayer de garder le contrôle sur sa commercialisation quand c'est possible, comme tu le dis, tant qu'on peut se le permettre, d'essayer de développer des circuits dans lesquels on pourra valoriser nos produits à leur juste valeur. Je pense qu'effectivement, c'est la clé. Alors, c'est évident que tout le monde ne peut pas se le permettre forcément, mais du coup, ça nécessite aussi voilà, d'avoir une conscience assez aiguë des risques, comme l'a dit Catel, de faire ses études préalables pour savoir quelle marge de manœuvre on aura derrière quand on s'installe. Et enfin, moi j'ai une question pour toi, Lucas, c'est est-ce qu'autour de vous est-ce qu'il y a des fermes, enfin, un peu similaires ou d'autres agriculteurs en agriculture biologique avec lesquels vous pouvez peut-être échanger sur ces difficultés-là, ou est-ce pas dans le secteur d'ailleurs, dans votre réseau, est-ce qu'il y a un côté, vous pouvez partager un peu vos expériences ou pas tant que ça? Je me permets, Lucas, c'est mon associé, et j'ai pris sa place. Enfin, c'est Ah, lui qui devait être pardon, là, mais il faut dire. Oui, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, tu as tout à fait raison. Pas de souci. Alors du coup, oui, enfin, en Creuse, on arrive, on est un peu regardé, surveillé, enfin surveillé. Les gens sont un peu curieux de notre installation parce qu'on commence à faire du légume et qu'il y a déjà beaucoup de monde qui font des choses et qui ont déjà du mal à vendre. Donc, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est d'aller voir ces gens-là pour rassurer, pour aussi construire, dire bah, ah oui, ce magasin, vous pourriez vous fournir plus s'il y a besoin de plus. Ok, donc nous, on n'y va pas. Euh, mais par contre, là, vous pouvez pas parce que pas calibre, donc on va voir ce qu'on peut faire. Et en fait, faire évoluer aussi notre assolement et nos pratiques pour aller sur des choses où on peut boucher les trous, entre guillemets. Je veux dire, par exemple, si en fait en Creuse et puis aux alentours, ce qui manque c'est du poireau, eh bien, on va étudier notre capacité économique, humaine et agronomique aussi quand même à produire ces choses-là pour compléter en fait les collègues. Et en fait, c'est que comme ça qu'on peut s'en sortir parce que si on vient
Parce qu'il y a les magasins, ils prendraient un peu chez tout le monde, mais c'est rentable pour personne. Ça nous ferait, nous, baisser les prix entre nous. En fait, nous, ce qu'on veut pas faire en acceptant des prix trop bas, on le préfère aux autres, en fait, en faisant concurrence. Et après, ben, sur lui, par exemple, même si c'est un peu fermé, ben, c'est une association sur le secteur qui est une presse. Et en fait, c'est ces gens-là qui nous ont proposé de rentrer dans l'association. Alors qu'en fait, on est à côté, quoi. Alors, et donc, du coup, oui, y a de la dynamique collective quand même. C'est ce qui sauve, mais il ne faut pas faire de la collectif par opportunisme, pardon. Il faut faire du collectif par volonté que ça amène tout le monde vers le haut plus tard. Parce qu'aujourd'hui, ben, effectivement, si on écrasait tout le monde en vendant notre huile moins cher que les autres, bah oui, on s'en sortirait. Peut-être, mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. Voilà. Bah, ça, c'est agréable d'entendre ça. Enfin, c'est une approche qui est hyper importante, surtout quand on arrive dans un nouveau territoire. De toute façon, euh, je pense que votre vie serait moins agréable si vous commenciez à écraser tout le monde autour de vous. Mais dans l'idée, je trouve que ça fait le lien un petit peu avec des discussions qui ont lieu là dans la conversation, parce qu'on a du coup une personne qui parle du fait de s'installer en lait bio, en disant que bon, la filière longue n'accepte pas sur des prix avantageux, etc. Et on a des conseils qui sont donnés derrière sur le fait d'essayer de voir les produits qui pourraient être en demande, des produits transformés, par exemple, de choses comme ça, à partir du lait dans le secteur correspondant. Ça peut être une des pistes pour enfin, diversifier ou améliorer la résilience de l'exploitation. Évidemment, ça peut nécessiter un peu de formation, ça peut nécessiter d'autres investissements à prendre en compte et tout ça, mais tout ce que nous a dit Jean-Baptiste, en fait, ça prouve à quel point il faut faire en fonction de l'existant aussi sur le territoire pour pouvoir justement produire les choses qui auront de la valeur en termes de commercialisation derrière. Ouais, par contre, j'aimerais Euh, juste nuancer mon propos quand je parle d'aller sur les supermarchés, etc. C'est un autre métier, c'est un autre état d'esprit. C'est aussi se heurter à des sortes de conditionnement, d'étiquetage. Là, il va y avoir la question du code barre. Moi, je passe beaucoup de temps au bureau pour faire ça. Donc, c'est aussi, faut avoir envie, quoi. Je veux dire, on en fait. enfin, c'est pas vraiment le métier de paysan, je dirais, en tout cas lié à la terre. Donc, quand j'en ai marre, je vais faire un peu de trucs sur la ferme, mais en ce moment, là, je passe beaucoup de temps à ça. Il faut avoir envie. Il faut c'est aussi prendre beaucoup de risques. Donc, je dis pas que c'est tout blanc et que c'est super, super et que ça va marcher, que ça va nous sauver. Juste que Bien ce qu'on est en sûr. train d'essayer parce qu'on a pas trop le choix. Et je voyais une question dans le chat. Est-ce qu'on peut se le permettre parce que la ferme est en bonne santé? Alors, oui, la ferme était en bonne santé, mais avant qu'on la reprenne, dans le sens où elle était en bonne santé, parce que ça faisait 40 ans qu'il était là, il n'y avait plus trop d'investissement, donc ça marchait. Nous, on reprend, pas du tout de ferme familiale, on reprend tout, on rachète tout ce qui est matériel et corps de ferme. Et du coup, en fait, c'est plus en aussi bonne santé parce que ben, on doit acheter quelque chose qui a été construit sur une vie, et quand on achète, ben, c'est des emprunts sur moins de 10 ans sur certaines choses, quoi. Donc, je sais pas si c'est la raison pour laquelle on peut se le permettre. Je pense que plutôt que la raison pour laquelle on le fait, c'est que si on le fait pas, on n'arrivera pas à faire plus d'une année. Donc il faut qu'on joue avec nos prêts de trésorerie, avec combien ça nous coûte en intérêt pour y arriver, parce que sinon on risque de ne même pas pouvoir faire une deuxième année. Merci du coup d'avoir répondu à la question d'Antoine et d'avoir aussi remis en perspective ce que tu as dit tout à l'heure. Tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas le même métier effectivement. Mais du coup il y a des acteurs aussi qui peuvent accompagner sur ces aspects-là autour de la commercialisation. Alors je ne sais pas si c'est le cas des GAB au niveau de l'agriculture biologique, mais en tout cas dans certaines structures d'accompagnement il y a des formations justement dédiées à ces sujets-là qui peuvent permettre aussi de monter en compétence, on va dire, sur ce côté-là quand il y en a besoin. Euh, au- une fois qu'on s'est dit qu'on avait envie de le faire et qu'on avait besoin de le faire. Euh, du coup, donc ça c'était pour parler de la commercialisation. On pourrait en parler super longtemps, je pense, sur le sujet du bio en ce moment, mais j'aimerais justement faire un peu la transition vers le sujet de l'accompagnement. Euh,
bah, je viens de le dire, il y a certains acteurs qui font des formations sur la commercialisation, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Du coup, l'idée, c'est que bah, je ne sais pas si c'est plutôt Marie-Laure ou plutôt Catel qui peut nous expliquer ça, mais savoir un peu quels sont les acteurs à solliciter dans le cadre d'une installation en agriculture biologique aujourd'hui et quelle personne pour quel problème, enfin, quel acteur pour quelle problématique, si c'est possible d'un petit peu avoir un éclairage là-dessus, sur l'installation notamment, et puis si vous voulez aussi ajouter sur derrière, une fois qu'on est installé en agriculture biologique. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement à l'installation, la région travaille avec un certain nombre de structures qui ont été sélectionnées au cours d'un appel à projet pour mettre en place des diagnostics et des études économiques dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets qui souhaitent s'installer. Et donc, voilà, la région finance ces diagnostics et études économiques euh, auprès de certaines structures. Donc, euh, l'accès à l'information, vous pouvez l'avoir via les PAIT et les différents sites Internet. Nous, dans toutes ces structures qui ont été sélectionnées, il n'y en a pas qui soient orientées spécifiquement sur l'agriculture bio. Il y en a qui sont plus d'orientation agriculture paysanne, d'autres qui sont un peu plus sur des profils d'agriculture conventionnelle. Mais en fait, voilà, il n'y a pas de structure dédiée pour l'accompagnement des projets en agriculture bio. N'importe quelle des structures sélectionnées est en capacité d'accompagner ces porteurs de projets. Et après, bien entendu, voilà, donc euh, pourquoi la région finance ces diagnostics et études économiques, c'est parce que c'est primordial de bien préparer son installation et d'avoir pris le temps de monter non seulement une étude économique, mais aussi une étude globale de ce que représente l'installation avec l'analyse de la charge de travail, comment se positionner face à l'évolution du risque climatique, des risques sanitaires. Donc, c'est vraiment tout un ensemble qu'on veut étudier et l'aspect commercialisation bien entendu, est forcément pris en compte. Donc, il n'y a pas de spécificité à l'accompagnement sur l'installation en bio. C'est un élément, une composante qui peut être étudiée par n'importe quelle structure. Catel, peut-être que tu veux compléter, parce qu'au-delà de l'accompagnement, on va dire, de base sur la structuration du projet, il peut y avoir des questions qui viennent spécifiques à l'agriculture biologique lors du projet d'installation. Et là, certains acteurs peuvent s'ajouter justement pour répondre à ces questions plus précises. Oui, alors c'est vrai que dans les points accueil et installation, il y a des conseillers projets bio qui peuvent accompagner, donc de différentes structures, hein. Il y a notre réseau, le réseau Bio-Nouvelle-Aquitaine et les GAB, il y a le réseau des chambres, voilà, il y a différentes structures où il y a des conseillers bio. Je pense que ce qui est important effectivement dans les structures qu'a cité Marie-Laure, c'est que il y a parfois des structures qui font des accompagnements économiques sans avoir les références techniques économiques de la production bio. Donc, il est important d'aller quand même en parallèle de l'accompagnement du PAIT, d'aller rencontrer les structures bio pour anticiper la partie technique qui est pas la même. Voilà, on n'a pas les mêmes problématiques techniques en bio qu'en conventionnel. Et pas toujours, en tout cas, c'est pas toujours le cas. Et puis pareil sur les débouchés, où donc il y a des filières spécifiques et des groupements d'agriculteurs, des groupements, des magasins spécifiques. Donc il faut faire ça en parallèle.
Et un petit point sur le post-installation, c'est vrai qu'on parle souvent d'accompagnement installation, mais là où ça devient difficile, c'est vrai, c'est quand on commence les 2, 3 premières années. Et là, il y a beaucoup moins de choses en fait pour se faire accompagner. Donc, on a mis en place un dispositif de tutorat avec des producteurs bio expérimentés. Donc, on établit comment dire, un objectif pédagogique entre la personne qui vient de s'installer et le producteur expérimenté. Et c'est un accompagnement qui peut aller sur 1 ou 2 ans. Donc voilà, c'est important aussi de prévoir du temps d'échange une fois qu'on est installé pour des fois réorienter son projet ou s'axer peut-être sur des priorités quand il y a quelque chose qui se passe pas comme on voulait. D'accord, ok. Bah, c'est super comme dispositif. Il y a une question dans le chat, autant la poser directement, qui demande est-ce que ces services sont payants? Alors, le service de tutorat, il est payant. Et surtout, pour l'instant, le dispositif, on s'engage à rémunérer les producteurs expérimentés qui font tuteur. Et donc, on est sur un dispositif de test, nous, sur 2 départements où on demande 250 euros pour le tutorer, la personne nouvellement installée, parce qu'aujourd'hui, on a un financement du ministère de l'Agriculture pour ce projet-là. D'accord, Voilà, ok. 250 euros pour 1 ou 2 ans d'accompagnement. Voilà, c'est pas excessif. Mais nous, notre engagement, c'est de rémunérer les agriculteurs expérimentés qui passent du temps. Mm. C'est tout à fait normal. Et sur du coup, à quel moment de l'installation tu préconiserais de contacter, par exemple, ces acteurs spécifiques? C'est au moment où on démarre son prévisionnel économique, c'est quand on a trouvé une ferme, Dès le c'est début. dès le début. Mm. D'accord, ok, super. J'encourage tout le monde à faire ça de toute façon. C'est très souvent quand j'échange avec des porteurs de projets, ça fait partie des choses, en tout cas, quand les personnes n'ont pas forcément encore tout au clair sur l'agriculture biologique, c'est un des premiers acteurs vers lesquels ils peuvent se tourner. Jean-Baptiste, est-ce que vous avez sollicité des acteurs de l'accompagnement dans le cadre du projet? Vous avez été accompagné par quelle structure? Alors, nous, on a été accompagnés par différentes structures en fonction des thèmes. On a joué la diversité par plusieurs raisons. Enfin, pour plusieurs raisons. Déjà parce que les structures ont des compétences différentes et aussi par contexte. C'est-à-dire que par exemple, pour l'étude économique, c'était le CERF France, parce que le CERF France connaissait l'exploitation qu'on reprenait. Donc, vous avez les chiffres, etc. Bon, pour pas vous cacher, on n'a pas été super contents. Donc, on fait notre comptabilité avec la FOG maintenant. Voilà, c'est des histoires comme ça de contexte, de vécu, d'expérience qu'on a avec les gens, et puis surtout avec les structures plus qu'avec les gens d'ailleurs, bien faire la différence. Et ensuite, on a été accompagné par la DAR, plutôt sur le côté humain. Et du coup, j'en profite pour dire que faut pas négliger ce côté-là, parce que c'est éprouvant. Enfin, nous, des fois, psychologiquement, on a ramé un peu parce qu'on a eu des remarques, on a eu des commentaires, on a eu aussi des questions dérangeantes, mais et puis aussi des points d'accroche, des fois avec le cédant aussi, etc., quand on a commencé à parler d'argent. Et le soutien, et puis des fois aussi besoin d'être un peu en colère par téléphone pour faire avancer les choses. Et du coup, le côté soutien humain est vraiment primordial parce que c'est avant tout une expérience humaine avant d'être une expérience professionnelle. Voilà. Et sinon, après, on a été accompagné par quelle structure je pourrais. La banque a quand même accompagné pour la construction, pour la construction, l'affinage du projet économique, parce que c'était un peu particulier la taille de notre structure. La SAFER nous a accompagnés sur le côté juridique parce qu'ils ont des juristes. Puis on a été accompagné aussi par un juriste local. Voilà, quoi. On a pas mal diversifié. Et puis après, on avait toqué à d'autres portes pour se faire accompagner par pour d'autres choses, mais ça n'a il n'y a pas eu besoin, ou c'était trop tard, ou ça n'a pas fait parce que voilà, il y avait pas, ce que la structure nous apportait, nous n'en avait pas besoin. Voilà. Ok, super, merci. Bon, bah, l'importance de bien s'entourer, du coup, a été rappelée par Jean-Baptiste et par Catel et par Marie-Laure. Au-delà de l'accompagnement, ces structures-là peuvent aussi aider via l'attribution des aides.
Et du coup, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça maintenant, peut-être plutôt avec Marie-Laure. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles sont aujourd'hui les aides à l'installation qui passent du coup qui sont attribuées via la région Nouvelle-Aquitaine? Alors, les aides à l'installation, il y en a diverses sortes. Des aides cofinancées par les fonds européens qui prennent la suite de la DGA. Donc, c'est une aide qui va prendre en compte le zonage, mais aussi le fait de savoir si on reprend ou pas des terres en bio, si on est hors cadre familial, et puis le montant global d'investissement. Hein, alors ça, nous, on l'a appelé la dotation nouveaux et jeunes agriculteurs, parce que voilà, dans la suite de la DGA, on a bien une aide qui est spécifique pour les 18-40 ans, mais on a aussi souhaité ouvrir les aides à l'installation pour les plus de 40 ans, pour les 40-55 ans, les nouveaux agriculteurs. Ça n'existait pas auparavant. Et donc, voilà, c'était un souhait de la région d'ouvrir des aides à l'installation pour ce public-là, parce qu'on a quand même un certain nombre de personnes en reconversion qui viennent, qui sont dans une phase d'installation passé les 40 ans, et qu'il n'y a pas de raison non plus de ne pas les aider. Pour tous ces gens-là, par rapport à la DGA, il y a aussi quand même une évolution, c'est que la DGA exigeait absolument un diplôme agricole de niveau 4. Ça pouvait être un frein pour certains porteurs de projets. Nous, on a une acception plus large, c'est-à-dire que au-delà d'une formation agricole de niveau 4, on peut reconnaître aussi la formation de quelqu'un qui a un niveau 4 de formation générale hors agriculture, mais qui a 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'agriculture. Donc ça, c'est aussi voilà, une ouverture à d'autres publics pour essayer de favoriser tout type d'installation. Parce qu'il n'y a vraiment pas une agriculture, il y a 36 000 agricultures différentes et façons de s'installer différentes. Et au-delà de ces aides cofinancées par l'Europe, on avait même un autre dispositif qui est le prêt d'honneur, hein, qui s'adresse à des gens qui ne seraient pas éligibles à la dotation nouveaux et jeunes agriculteurs pour diverses raisons, parce qu'il y a quand même des critères d'accession. Et voilà, pour toutes ces projets d'installation, le critère d'accès aux aides, quand même, globalement, c'est s'engager à rester chef d'exploitation pendant 4 ans et avoir un projet qui permette de dégager un SMIC en année 4. Donc, on laisse aux porteurs de projets 4 ans pour monter en puissance. Hein, on n'exige pas, mais voilà, le projet doit quand même arriver à faire vivre une personne dignement. Donc, c'est important qu'il y ait, c'est un vrai projet économique. Et donc, voilà, on a mis une obligation de passer par les structures qu'on a labellisées pour produire l'étude économique. Mais voilà, c'est le projet d'installation globalement, et c'est bien le porteur de projet qui doit le définir. L'étude économique, et comme l'expliquait la ferme de Louarban, là, c'est un projet dans lequel on s'appuie sur différentes compétences de différentes personnes. D'accord, ok. Merci beaucoup. Ça permet aussi de refaire le point parce qu'effectivement, avec les changements qu'il y a eu cette année, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est pas encore très clair. On a essayé de partager des petits liens voilà, dans la conversation. Euh, Est-ce qu'on peut juste peut-être parler des aides bio plus spécifiquement? Peut-être du coup, Catel peut reprendre la main sur ce sujet-là, si ça vous va de faire comme ça.
Ok, ouais. Alors, sur les aides bio, Marie-Laure a explicité la spécificité de l'aide à l'installation avec une modulation bio. À savoir, alors là, je vais défendre la région Nouvelle-Aquitaine parce que c'est une aide qui est pas existante dans toutes les régions et que voilà, on a une bonne écoute sur ces aspects-là avec la région. Donc les aides à l'investissement, il y a des bonifications spécifiques quand on est en bio. Et après, les aides vraiment dédiées à l'agriculture biologique. Donc il y a les aides à la conversion. Donc quand on fait de la conversion de terre, il y a donc des aides pendant 5 ans. Les montants sont variables, sont à l'hectare et variables selon la production. Euh, donc ça, c'est pour compenser en fait le passage des terres avec potentielle perte de productivité dans un premier temps et apprentissage aussi du mode de production. Il y a le crédit d'impôt bio qui peut être demandé tous les ans. Et après, il y a des règles entre, du coup, les règles de la PAC et certaines aides de la PAC et le crédit d'impôt bio à voir. Donc, je vous ai mis dans le chat un lien. On a une note de synthèse sur l'ensemble des aides bio qui explique justement les cumuls possibles entre les différentes aides et les modalités d'accès à ces aides-là. Il y a bien sûr dans la PAC l'éco-régime bio, donc il a été mis en place cette année, alors pas sur le montant qu'on avait que le réseau a défendu malheureusement, mais en tout cas aujourd'hui il y a un éco-régime spécifique pour les fermes 100% bio et on espère qu'on arrivera à le refaire augmenter. Il y a aussi une possibilité d'exonération de taxes foncières. Voilà, vous avez vraiment toutes les informations dans la note que j'ai mis dans le chat. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Catel. C'est aussi pour ça qu'il nous faut des acteurs comme ça pour essayer de tout débroussailler et essayer de rendre ça clair pour les porteurs de projets derrière. Je vois qu'il est bientôt 13h40. Du coup, ce que je propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses des personnes présentes. Je vais reprendre simplement les quelques questions qui avaient été posées dans le chat. Et puis, vous pouvez également continuer d'en poser via le chat, de préférence, mais si vous préférez vous exprimer, on peut aussi vous donner la parole. Euh, on a Andrea qui nous pose la question, quelles sont les actions que l'on peut faire en tant que jeune producteur bio pour soutenir la filière, faire du lobbying et pousser au bio? C'est peut-être toi, Catel, qui peut répondre à cette question de Andrea qui est très motivée. Eh ben, ça, c'est une bonne nouvelle. On peut adhérer à son groupement d'agriculteurs bio départemental, donc le GAB, qui lui a des missions donc de développement, mais aussi de défense au niveau syndical en fait du mode de production bio et donc qui peut œuvrer voilà, à tout ça. Et puis après, il y a des groupements d'agriculteurs autres que les GAB. Je pense que c'est intéressant de se rapprocher d'eux pour ça. Et voilà. Et autres structures qui défendent la bio, comme il y en a plein d'autres, hein, comme vous, FEV, il y a Terre de Liens, il y a voilà, d'autres structures qui œuvrent pour ça. Mm. Merci pour cette réponse, effectivement. Sachant que Moi, pour les GAB, il y en a un par département, si je ne me trompe pas, quasiment en France. Donc, l'idée, c'est de vous rapprocher de celui qui est dans votre territoire. Et puis après, il y a des structures régionales comme Bio Nouvelle-Aquitaine qui fédèrent tous ces acteurs-là. Euh, on avait sinon, une question. Oui, oui, Jean-Baptiste, tu voulais réagir? une autre manière pour répondre à une autre manière de répondre à sa question. La question, c'est faut manger bio et puis être ambassadeur du bio dans notre entourage aussi, parce que finalement, là, il y a la partie politique, mais je pense qu'il y a la partie consommation aussi. On est les premiers acteurs de cette consommation bio. Et puis par nous-mêmes, et puis aussi par notre entourage, et puis par les différents endroits où si certains s'impliquent dans des assos, quand il y a des repas, etc., penser à ça, même si c'est symbolique, c'est comme ça aussi qu'on fait parler, qu'on fait discuter, qu'on crée le débat et qu'on fait changer. Mm. Tout à fait d'accord avec ça, Jean-Baptiste. Euh, Et personnellement, j'essaie de le faire au maximum. C'est pas toujours facile dans le contexte actuel, mais ça génère des discussions au moins. Antoine nous dit vive le bio, du coup. Il a été convaincu. Euh, Ensuite, on avait une question au tout début.
Alors, attendez, je suis en train de remonter. Euh, Alors, Antoine nous dit, hier, sur un autre webinaire FEV, Simon parlait de la création de la filière noisette bio, une filière qui n'existait pas, notamment à cause d'une coopérative qui disait que ça ne se vendrait pas. Comment lutter contre ça? J'imagine que la question derrière, c'est comment lutter contre le fait que... Bah, d'ailleurs, je comprends pas très bien. Comment lutter contre le fait que, si tu peux repréciser ta question dans le chat, n'hésite pas. Moi, je la comprends comme comment lutter contre le fait qu'il y ait des acteurs qui disent, bah, en fait, enfin, ça se vendra pas, ça sert à rien d'essayer, quoi, plus ou moins. Oui, c'est ça. C'est pas la même personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça ou pas? Je sais pas d'ailleurs qui pourrait. C'est du lien, on va dire, avec les acteurs des filières économiques. Donc peut-être, Catel, tu as une réponse à apporter à ça? Bah, je dirais peut-être tout simplement qu'il y a 15 ans, c'est ce qu'on disait globalement sur l'agriculture bio. Et comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est 16% des fermes qui ont fait ce choix. C'est un marché, certes, aujourd'hui qui diminue, mais qui a quand même 6% de la consommation alimentaire. Donc voilà, ça progresse, ça progresse. Donc si on avait écouté ceux qui disaient que ça pouvait pas se faire, on serait pas là. Et je pense à la noisette, c'est en train d'émerger. Il y a des structures, notamment en Creuse, qui sont en train de se construire. Je crois bien qu'en Lot-et-Garonne, c'est pareil. Donc la volonté des producteurs a fait effet et est en train de se construire. Donc allons-y, faut continuer. Ah, Du coup, il a reprécisé comment créer une filière un peu nouvelle en bio, du coup, quand une coopérative non bio a la main sur le marché en local. Je sais pas si tu fais la même réponse ou si tu veux ajouter quelque chose. alors, bah, il y a une association qui s'appelle Interbio Nouvelle-Aquitaine, qui fait partie de l'événement du mois de la bio, dont c'est le métier, en fait, de construire des filières en lien avec des producteurs. Et donc, je vous conseillerais de vous rapprocher de cette structure pour ces missions-là. Ok, super. On avait ensuite un message de Hazel. Alors, on a un petit peu évoqué ces sujets-là, du coup, mais je repose quand même la question pour voir si vous voulez y apporter une réponse un peu différente, puisqu'on parle d'une autre filière dont on n'a pas parlé. Il dit, il ou elle d'ailleurs, dit que je suis porteur de projet sur ferme laitière en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, aucune laiterie n'accepte de collecter du lait bio avec de nouvelles installations. Biolait accepte mais paye moins cher que le conventionnel. Comment continuer de vouloir s'installer en bio? C'est un peu la question du jour. Euh, Est-ce que vous avez les uns et les autres une réponse à faire à Hazel par rapport à ça? Alors, je connais pas le contexte de la Loire-Atlantique, Mm. mais effectivement, sur le lait, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais il y a certains opérateurs, je pense qu'il faut faire le tour des opérateurs mixtes, enfin bio, 100% bio ou mixtes, qui aujourd'hui continuent d'installer parce qu'on sait tous qu'on va avoir une problématique de départ à la retraite, euh, qui est très forte, notamment sur la partie élevage, et qu'il est fort probable que dans 2-3 ans, on manque de lait. Et c'est déjà en train de se profiler. Après, comme c'est très spécifique sur certains secteurs, notamment sur les Pays de la Loire et la Bretagne, où c'est complètement différent de Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'il faudrait se rapprocher ouais, des structures du réseau bio de là-bas pour en savoir un peu plus. Mais en tout cas, nous, il y a des opérateurs qui nous confirment qu'ils veulent installer, pas forcément convertir en lait, mais au moins installer pour assurer le renouvellement des générations. D'accord, ok, super, merci Katel. C'est vrai que tout ça est très spécifique au territoire sur lequel vous êtes, donc le mieux c'est d'aller vers la structure correspondante. Je crois qu'il y a un GAB 44 justement qui peut-être pourra vous aiguiller dans ce cas-là, et puis évidemment tous les opérateurs économiques du secteur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions à nos intervenants du jour en prenant la parole ou en posant des questions dans le chat?
J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. Euh, Moi, je poserais peut-être une question plutôt vis-à-vis des porteurs de projets que moi je vois passer en ce moment. Enfin, est-ce qu'il y a des endroits où l'on peut trouver en fait des informations justement sur ce que tu disais au niveau des filières, des choses comme ça, sur le marché bio, comment ça évolue? Est-ce qu'il y a des sources comme ça à privilégier sur lesquels on peut se renseigner quand on construit un premier pré-projet en agriculture biologique, des choses comme ça? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ce niveau-là? Alors, il y a l'agence bio qui est nationale, hein, mais qui fait beaucoup d'études de suivi du marché. Donc, il y a pas mal d'informations sur leur site. Donc, ça, c'est national. Et après, se rapprocher pour les filières longues, donc ce que je disais, des associations de l'interprofession des entreprises bio des régions. Il y en a une dans chaque région. Et c'est eux qui ont, on va dire, quand même le plus d'informations sur les filières et l'état du marché. Et ensuite, sur la partie plutôt filière courte, alors c'est moins structuré, malheureusement. Donc là, c'est un mix de structures à rencontrer, comme je disais tout à l'heure, en fonction des départements. Ok, super. En fait, j'ai l'impression que le message global, c'est quand même de se dire, faut bien s'entourer et bien se faire accompagner, d'autant plus quand on est dans un contexte où ça peut être un défi, on va dire, de réussir son installation en agriculture biologique. Je pense que c'est vrai dans tous les contextes, mais d'autant plus en ce moment. On a une question, une remarque. Une installation en conventionnel dans un premier temps peut permettre d'affiner son projet en bio et d'apprendre techniquement tout en prenant le temps de trouver des débouchés pour un passage en bio. Le hic est une installation sans bonification bio, mais mieux vaut un temps de réflexion. Je pense que c'était du coup plutôt un conseil ou une remarque du coup aux porteurs de projets qui pourraient être présents parmi nous, que cette vision pouvait être aussi possible. Nous, de notre côté, les porteurs de projets doivent du coup se faire certifier en agriculture biologique, mais en fonction des contextes, il peut y avoir un délai plus ou moins long avant ça. S'ils reprennent pas une ferme en agriculture biologique déjà. Et on a aussi certains porteurs de projets, en fait, voilà, qui vont vendre une partie, effectivement, de leur production sans forcément utiliser la certification biologique dans un premier temps, parce qu'ils ont des meilleurs prix sur du conventionnel. Alors, c'est un peu triste de faire ça au début, mais ça permet de sécuriser une partie des revenus en attendant de pouvoir aussi retourner vers un marché bio. Catel, tu voulais réagir à cette réflexion? Oui, je mettais un petit point d'alerte là-dessus parce que s'installer en conventionnel dans un premier temps, ça veut dire qu'on a réfléchi son projet avec des techniques qui sont pas forcément reconnues dans le cahier des charges bio et qui peuvent nécessiter une évolution dans ses pratiques quotidiennes, dans son investissement de matériel, dans l'achat de tout ce dont on en a besoin pour commencer sa production. Donc, il faut vraiment poser ça dès le départ. Et puis, du coup, bien aller rencontrer les agriculteurs du coin en bio pour savoir quelles ont été leurs difficultés, comment ils ont paré à tout ça. Pour tout, voilà, ce que je disais, c'est anticiper, quoi. Bien anticiper tout ça. Mm. Tout à fait. Oui, moi, en fait, moi, quand je disais par rapport à nos agriculteurs, ce sont des personnes qui, certes, ont une phase peuvent avoir une phase préliminaire où il y a une partie de vente finalement conventionnelle, en fait, de partie non certifiée, mais ce sont quand même des personnes qui vont produire selon le cahier des charges de l'agriculture biologique dans l'objectif d'avoir la certification derrière. Là, c'est un Mais projet, enfin, les aujourd'hui, je pratiques pense sont que pensées dès le Quel est début vers ça. l'intérêt? Quel est l'intérêt de produire en respectant le oui, cahier des charges sans être certifié du coup? c'est ça. Ah bah ça, je suis d'accord avec vous, hein. Ça, c'est ce qu'on dit aux agriculteurs dès le début, mais c'est justement ceux qui vont avoir besoin voilà, d'un temps de réflexion peut-être supplémentaire
ou alors de pouvoir reprendre un système existant pour se générer un revenu sur une partie de l'exploitation au moins, en attendant d'aller vers une certification de la globalité. Mais l'idée est d'aller vers la certification, ça c'est sûr. Et c'est directement dans le prévisionnel économique dès le début que les pratiques vont évoluer dans ce sens-là. Et avec les modalités, entre guillemets, de soutien et d'aide en général, aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt à faire ça, en fait. Mm. Eh bien, c'est exactement ce que doivent entendre les porteurs de projets qui aimeraient aller dans cette direction-là. Euh, Super, ben, je vois que le temps est quasiment imparti. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent ajouter un mot de conclusion parmi nos intervenants ou parmi d'autres personnes. Sinon, je pourrais le faire, c'est comme vous le souhaitez. Vas-y, ok. Bah alors pour conclure du coup ce webinaire, enfin moi ce dont j'en retiens principalement c'est sur la thématique euh, de pourquoi et comment s'installer en agriculture biologique. C'est que finalement il faut faire preuve certes de pragmatisme et dans son installation en agriculture biologique, mais surtout bien anticiper le projet d'installation au niveau de la commercialisation, des pratiques à mettre en place, de rencontrer tous les différents acteurs économiques du secteur dans lequel on veut s'installer, que ce soit des acteurs en circuit long ou en circuit court, de se rapprocher également des agriculteurs bio qui peuvent nous aiguiller dans notre projet d'installation et de tout un tas d'acteurs de l'accompagnement qui peuvent intervenir sur différents aspects du projet d'installation avec une mention spéciale en fait pour les acteurs du coup euh, qui sont spécialisés autour de l'agriculture biologique et qui dans le contexte actuel peuvent apporter des réponses aux questions plus spécifiques et plus précises des porteurs de projets. Je retiens aussi que vis-à-vis des aides, du crédit d'impôt et de comment est structuré justement le, enfin, comment se passe finalement la certification en agriculture biologique, à la fois pour soutenir la filière et pour l'intérêt de sa propre exploitation, autant passer directement par une certification en agriculture biologique. Voilà moi ce que j'en retiens. J'espère que ça a été utile pour les différentes personnes présentes aujourd'hui. Si vous voulez rajouter un mot, n'hésitez pas. Et sinon, bah, on va tous se souhaiter un bel après-midi. Ce webinaire sera disponible en replay sur la plateforme FEV et puis le replay sera partagé aux différentes personnes qui étaient inscrites. Donc vous le recevrez dans votre boîte mail. Voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter à part vous souhaiter une bonne journée et puis un bon courage à tous. Un grand merci aux intervenants notamment à Jean-Baptiste qui du coup a pris quand même 1 heure et demie de son temps d'agriculteur nouvellement installé pour échanger avec nous. Donc j'espère que ça a été utile. Merci à Marie-Laure et à Catel également pour leur présence et leurs interventions. Merci. Au revoir. Merci beaucoup.